Je vous souhaite la bienvenue pour cet webinaire qui s'occupe des questions autour du coronavirus et la sclérose en plaques. Moi, je m'appelle Nicole Kramp, je suis neurologue à l'hôpital de Lille et comme vous avez déjà remarqué, français n'est pas ma langue maternelle et pour cette raison, j'ai ici avec moi la doctoresse Blanquet qui va discuter toutes les questions et les points importants avec vous. Chers auditeurs, chères auditrices, comme annoncé par ma collègue, je suis la doctoresse Blanquet du Centre de neurologie de l'hôpital de Lille à Berne. C'est avec plaisir que je vais vous parler du coronavirus et de ses implications pour les patients atteints de sclérose en plaques. Au cours de cette présentation, nous allons énoncer les recommandations actuelles de l'OFSP concernant le coronavirus. Nous allons également voir ce qu'est un groupe à risque et discuter des recommandations pour les personnes actives touchées par la sclérose en plaques. Enfin, bien évidemment, nous allons aussi aborder le thème de l'infection du coronavirus si vous la contractez. D'abord, qu'est-ce que le coronavirus? C'est une nouvelle maladie qui atteint principalement les poumons et les voies respiratoires. Elle est causée par un virus que l'on appelle le SARS-CoV-2. La transmission de l'infection se fait principalement par gouttelettes. Qu'est-ce qu'une infection par gouttelette? C'est une infection qui se produit suite à un contact direct avec une personne infectée à courte distance par des gouttelettes infectieuses qui sont sécrétées lors de la respiration, lorsque l'on parle, lorsque l'on tousse ou alors on éternue. Les gouttelettes peuvent directement se déposer sur les muqueuses de la personne vis-à-vis et ainsi l'infecter. Dans ce cas-là, on parlera d'une transmission directe. Il faut distinguer l'infection par gouttelette de la transmission aérogène, soit la transmission indirecte qui se transmet par des agents pathogènes qui restent dans l'air pendant une période plus longue. Les modes d'infection les plus courants sont donc par contact étroit et prolongé. Si vous gardez pendant plus de 15 minutes une distance de moins de 2 mètres d'une personne, par exemple. Comme nous l'avons cité avant, sinon la transmission peut également se faire par gouttelette lorsqu'une personne malade éternue ou tousse et le virus atteint directement vos muqueuses du nez, de la bouche ou des yeux. Le dernier mode de transmission se fait par les mains. Lorsque des gouttelettes contagieuses provenant de la toux et des éternuements finissent sur vos mains, elles peuvent ensuite atteindre votre bouche, vos nez ou vos yeux si vous les touchez. C'est pourquoi nous passons maintenant aux recommandations à la population. Et la première mesure est donc de se laver les mains, étant donné que vos mains sont le premier vecteur. Pour ce faire, utilisez simplement du savon liquide. Si vous avez des bagues, enlevez-les et nettoyez-les. Il est aussi important de soigner votre peau, car une peau abîmée peut développer de véritables nids à microbes. Si vous avez les ongles longs, pensez à les couper, car la saleté peut s'accumuler en dessous. Quand est-ce qu'il faut se laver les mains? À vrai dire, aussi souvent que possible, mais surtout avant les aliments, avant de préparer les aliments pour les repas, avant de manger, avant de nourrir les enfants, après s'être mouché ou avoir éternué ou toussé, aussitôt que vous rentrez à la maison, après avoir pris les transports publics, après avoir rendu visite à une personne malade ou avoir été en contact étroit avec les biens matériels d'une personne malade, avant d'insérer ou d'enlever des lentilles de contact, après avoir enlevé un masque d'hygiène, après être allé aux toilettes, après avoir changé la couche d'un enfant ou après avoir accompagné un enfant aux toilettes, après avoir manipulé des déchets et bien évidemment lorsque vous avez les mains sales. Une autre mesure importante pour éviter le risque de transmission est lorsque vous éternuez ou alors vous toussez, de tenir un mouchoir devant votre nez et votre bouche. Si vous n'en avez pas, alors toussez ou éternuez dans le creux de votre bras et non dans vos mains.
Si vous utilisez malgré tout vos mains, lavez-les soigneusement à l'eau et au savon immédiatement après. Mouchez-vous uniquement dans des mouchoirs en papier, non des mouchoirs en tissu. Si vous utilisez un mouchoir, utilisez-le une seule fois et jetez-le après. Il est également important, comme mentionné avant, de garder ses distances. On recommande de ne pas être à moins de 2 mètres d'une personne malade et de ne pas rester en contact pendant plus de 15 minutes. En gardant vos distances, vous vous protégez vous et vous protégez aussi les autres contre une infection. Il faut bien évidemment éviter les groupes de personnes. Il faut aussi réduire à un minimum absolu les visites à vos connaissances hospitalisées ou résidant dans des EMS. Restez à distance autant que possible des personnes vulnérables de votre entourage. Pendant les réunions de travail, par exemple, laissez un siège de libre entre les autres participants et vous. De même, lorsque vous faites la queue, gardez vos distances avec les personnes devant et derrière vous. Enfin, bien évidemment, comme les mains sont un vecteur, ne serrez plus les mains. Pour se protéger d'une infection, il faut renoncer à se faire la bise, ne pas serrer les mains et ne pas se toucher la bouche, le nez ou les yeux. Maintenant, que faire si vous présentez des symptômes tels que la toux ou de la fièvre? Surtout, restez à la maison. N'allez pas dans les lieux publics, évitez tout contact avec d'autres personnes. Si vous avez de la fièvre ou si vous toussez, contactez un médecin ou un établissement de la santé, d'abord toujours par téléphone avant de vous rendre sur place. Pourquoi faut-il toujours contacter ou s'annoncer aux urgences ou aux médecins de famille par téléphone? C'est simple, si vous avez des symptômes légers, tels que la fièvre et la toux, vous n'avez pas besoin d'appeler votre médecin. Les capacités des médecins et des établissements de la santé sont limitées et nous voulons en faire le meilleur usage. Maintenant, si vous êtes une personne particulièrement à risque ou si vos symptômes s'aggravent, forte fièvre, difficulté à respirer ou essoufflement, appelez un médecin ou une institution de la santé. Font partie des groupes à risque les personnes de plus de 65 ans ou souffrant déjà d'une condition préexistante telle que l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques des voies respiratoires, ou alors une maladie ou un traitement qui affaiblit le système immunitaire ou encore le cancer. Lorsque vous contactez votre médecin de famille, n'oubliez pas de lui indiquer si vous êtes une personne à risque. Déterminez aussi avec lui si une consultation est nécessaire. Ne vous rendez aux urgences d'un hôpital que si votre état s'aggrave et que votre médecin ne peut être joint. Dans ce cas, vous devez appeler le service d'urgence avant de vous rendre à l'hôpital. Maintenant, quelles sont les recommandations pour les groupes à risque? Comme dit précédemment, une personne à risque est une personne de plus de 65 ans ou alors une personne atteinte d'une maladie telle que l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques des voies respiratoires, les maladies et thérapies qui affaiblissent le système immunitaire ou alors encore le cancer. Si vous faites partie de ce groupe, restez chez vous. N'utilisez aucun transport public et évitez tout contact avec les gens en général, mais également avec des personnes malades. Pour bien faire, il faudrait que quelqu'un, un ami ou votre voisin, fasse les courses à vos places. Et si cela n'est pas possible, faites vos achats en dehors des heures de pointe. Organisez vos rendez-vous professionnels et privés sur Skype ou via un moyen de communication similaire. Réduisez au minimum les visites dans les maisons de retraite, les maisons de soins et les hôpitaux. Si vous avez des difficultés à respirer, de la toux ou de la fièvre, restez chez vous. Appelez de suite votre médecin ou un hôpital. Expliquez que vous appelez à cause d'un nouveau coronavirus et que vous avez un risque élevé de tomber malade. Décrivez ensuite vos symptômes à votre interlocuteur. N'oubliez pas, les recommandations de l'OFSP que nous venons d'énoncer sont fréquemment mises à jour. C'est pour ça que nous vous recommandons de vous rendre fréquemment sur le site de l'OFSP pour vous informer des dernières nouveautés.
Si vous êtes atteint de sclérose en plaques et que vous êtes sous traitement tels que Lemtrada, Mavenclad, Ocrevus, Mabtera, Tecfidera, Gilenya ou Aubagio, votre système immunitaire peut être affaibli. Ainsi, il peut réagir de façon moins forte contre les infections externes. Vous êtes donc considéré comme personne à risque et nous vous prions de suivre les recommandations de l'OFSP que nous venons de citer. En revanche, si votre traitement pour la sclérose en plaques est Avonex, Rebif, Betaferon, Plegridy, Copaxone ou Tysabri, votre système immunitaire n'est probablement pas affecté par la thérapie. De ce fait, votre réponse du système immunitaire face à une infection externe peut être normale. L'OFSP recommande également pour les personnes actives atteintes de sclérose en plaques de travailler à domicile si possible. Essayez d'éviter les transports publics, surtout aux heures de pointe. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas que la Société de la sclérose en plaques a une hotline que vous pouvez appeler du lundi au vendredi. 6 juin, vous trouvez l'ordonnance de l'OFSP pour les employeurs. Quelles sont les conditions de travail que les employeurs doivent mettre à disposition des personnes à risque? Bien sûr qu'une personne vulnérable devrait, dans les mesures du possible, réaliser un travail à domicile. Si cela ne peut être réalisé, alors l'employeur doit garantir le respect des recommandations de la Confédération en matière d'hygiène et d'éloignement social. L'employeur a également le droit d'exiger un certificat médical attestant que l'employé fait partie du groupe à risque. Maintenant, comment réagir si vous contractez l'infection COVID-19? Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe encore aucun traitement spécifique contre l'infection du coronavirus. Le traitement vise uniquement à soulager les symptômes pendant que votre corps combat l'infection. Si vous avez une sclérose en plaques et que vous êtes atteint du coronavirus, nous vous recommandons d'en informer votre neurologue traitant afin qu'il puisse prendre en compte la sclérose en plaques et son immunothérapie dans le suivi du COVID-19. Comme pour toute infection fébrile, une aggravation temporaire des symptômes de la sclérose en plaques peut également se manifester. Et ne vous inquiétez pas, c'est effectivement temporaire. Si vous appartenez au groupe à risque et que vous présentez les symptômes d'une infection respiratoire avec ou sans fièvre, alors vérifiez par téléphone si un rendez-vous chez le médecin est indiqué. Informez votre médecin si vous êtes une personne particulièrement à risque. Ne vous rendez aux urgences d'un hôpital de votre propre initiative que si votre état s'aggrave et votre médecin n'est pas disponible. Informez votre neurologue afin d'évaluer la poursuite du traitement de la sclérose en plaques. En annexe, vous trouverez quelques diapositives supplémentaires concernant les médicaments spécifiques de la sclérose en plaques. Nous vous remercions pour votre participation et espérons que vous prendrez soin de vous en restant à la maison.